Et salut tout le monde! Petit message informatif avant le début de cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien c'est très simple, hein, vous pouvez lâcher un merci sur cette vidéo, si vous en avez l'envie bien évidemment, et si le contenu vous plaît. Vous pouvez également souscrire à un abonnement mensuel pour devenir membre de la chaîne et ainsi avoir accès aux vidéos en avant-première avant leur sortie publique, et cela sans publicité. Et évidemment, le traditionnel, abonnez-vous, partagez, commentez, likez, mettez des pouces, faites du bruit pour la chaîne. Voilà, tout simplement. Sur ce, bon visionnage! Et salut mes petites omelettes au jambon! Aujourd'hui, on va se retrouver pour une partie solo découverte sur quoi? Sur l'œil, mais non, sur The Binding of Isaac 4 Souls. Un jeu basé sur le jeu vidéo Isaac, hein, donc je vais te dire tout de suite, selon Claire, tu payes la licence. Hein, voilà, le jeu coûte 40 balles, peut-être limite 50 balles, je ne sais même plus, enfin entre 40 et 50. Il y a des cartes dedans, effectivement, tu as pas mal de cartes. Mais clairement, tu payes la licence Isaac, voilà, The Binding of Isaac, hein, du jeu vidéo, tout est basé autour de ça. Donc, on va voir ensemble ce que vaut le mode solo. J'ai pu y jouer en mode multi, c'est plaisant, voilà, c'est gentil, sinon c'est plaisant. Partie, donc ça ressemble un peu à du Munchkin, partie confrontation, c'est le premier qui arrive à 4 âmes, mais du coup tu peux faire des petits coups de péripatéticienne à tes adversaires, tu peux négocier avec eux, avec les autres joueurs pour qu'ils viennent t'aider à combattre une âme, et en contrepartie tu leur donnes un objet, ou un trésor, ou des sous, etc. etc. Bref, il y a tout un aspect coopération et trahison en multi que tu n'auras pas du coup en solo. Donc voir un peu ce que va donner ce mode solo, hein. On va faire une partie pour découvrir ça ensemble. Écoutez, c'est parti tout de suite pour The Binding of Isaac, deuxième édition, c'est marqué ici. Après le générique, bien évidemment, à tout de suite. Allez, The Binding of Isaac 4 Souls, c'est parti. La mise en place est vraiment rapide parce que regardez, hop, c'est fait. Voilà, il y a 3 tas de cartes qui sont faits. Il y en a un là et un là. Voilà, on va essayer de montrer tout ça de façon la plus efficace possible, peut-être en les mettant là-haut. Donc, je prends la notice, ça fait un petit moment que je n'y ai pas joué. Alors, les règles du jeu sont ce qu'elles sont en français. Je ne peux que vous recommander d'aller scanner ça pour avoir la version étendue des règles uniquement en anglais. Mais ça vous dépatouille quand même pas mal. Alors, mise en place, on dit mélanger les trésors, les bulletins et les monstres, voilà, entre eux. On met les 100 $ là, près de la zone de jeu. Donc là, moi, j'ai ouvert qu'un seul des 2 rouleaux parce que j'ai pas eu besoin d'avoir plus de sous pour l'instant. Donc là, je mets 50 piécettes ici, voilà, sur le côté. Ça sera la banque, tout simplement. On met 2 zones boutiques, 2 zones monstres et une zone salle. Alors la zone salle, je ne joue pas avec l'extension salle, donc du coup, je ne mets pas de cartes salles. On va commencer avec 2 zones boutiques et 2 zones monstres. Donc les zones boutiques, c'est ces 2 là. Donc on va te mettre un trésor ici qui seront du coup achetables, hein, durant le jeu. Alors on a 2 trésors. On a les trésors qui sont avec un contour argenté et des trésors qui sont avec un contour doré. Les contours argentés sont des passifs, en fait, qui sont toujours applicables à partir d'un moment où un joueur l'a avec lui. Donc là, l'ombre. Si un autre joueur doit payer la pénalité de mort, vous choisissez quel objet il doit détruire et vous gagnez tout butin ou crédit payé. Voilà, donc au lieu de payer la pénalité de mort, plutôt que ce soit le joueur qui choisisse quel objet il est détruit ou les butins qui sont payés, du coup, c'est toi qui choisis et en plus tu les gagnes. Ça, c'est cool. Et enfin, le Tech X, du coup, qui est un objet. Donc, il y a deux capacités. Soit tu la tapes et tu places un compteur sur l'objet, soit tu retires 3 compteurs de cet objet, tu tues un joueur ou un monstre. Directement, tu le one-shot. Donc ça, c'est un objet qui est très puissant et je pense que je vais essayer de l'acheter parce que, il met 3 tours à se charger, parce que du coup, tu peux le taper comme ça. Au bout de 3 tours, il y a 3 compteurs dessous et quand ces 3 compteurs ont été mis dessus, eh bien, tu peux tuer un joueur ou un monstre directement. Et ça, c'est très intéressant, parce que comme le but du jeu, c'est de tuer des monstres ou avoir des âmes, c'est vraiment sympa.
Au niveau des monstres, donc là, au niveau des babioles, on ne met pas des butins, par contre, on ne met pas de zone. Et au niveau des monstres, on va mettre 2 monstres ici. Alors là, quand c'est pas un monstre, on va repiocher, on met celle là-dessus. Ça, c'est une sorte d'événement. Quand on les en place, on n'a pas de monstre, eh bien, on doit tirer des monstres. Là, c'est un coffre maudit. Coffre doré, hop, je le mets au milieu. Voilà, on a le vortex qui est ici, et on a... Là, on a maman. Oula! Alors, le vortex, c'est ce qu'il fait. Il a 2 points de vie. Il m'inflige 1 point de dégâts. Il faut que je fasse 4 ou plus pour le toucher. Si avec mon dé, je ne fais pas 4 ou plus, je prends le dégât. Si je fais 4 ou plus, c'est lui qui prend le dégât. Lorsque ce monstre meurt, le joueur actif doit attaquer de nouveau. Et c'est important parce qu'il doit attaquer de nouveau. Attention, quand il va me donner 3 crédits. Et là, on a maman. Maman, ça c'est quand même très intéressant. Maman, elle est quand même, cela dit, elle est très forte, maman. Pourquoi? Parce que elle a 5 points de vie. Il faut que je fasse 4 ou plus pour la toucher. Si je ne fais pas 4 ou plus, eh ben, elle m'inflige 2 points de dégâts. Je double les dégâts de combat infligés par ce monstre lors des lancers d'attaque de 1. Donc si jamais je fais 1, eh bien, il ne me fait pas 2, mais 4 dégâts. Lorsque ce monstre meurt, ajoutez une zone de monstre. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vais tuer maman, j'aurai une 3e zone de monstre ici. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle va me donner tout de suite 2 âmes quand je vais la tuer. Donc, j'ai intérêt à la laisser là, aller chercher le TechX, le charger maximum, pour du coup, après la tuer en un coup. Tuer un monstre, il est marqué tuer un monstre, c'est même pas une action de combat, c'est une action de tuer un monstre. Ok. La mise en place est quasiment finie. Alors, je peux jouer ou pas avec les cartes... comment ça s'appelle ces petites cartes là? C'est les cartes d'âme de chez les âmes bonus, mais j'ai pas envie de jouer avec. Parce qu'en fait, c'est quand tu arrives à faire une condition qui est ici, tu gagnes l'âme qu'elle a. Voilà. Donc c'est une façon de raccourcir un petit peu la partie. Est-ce qu'on joue avec ou pas? Je regarde. Hein. Non, en fait, elles sont mises en jeu, puis ce sont des conditions que tu peux réussir à avoir. Pour cette partie-là, on ne va pas les utiliser, mais sinon, à terme, tu peux les utiliser, parce qu'en fait, ça raccourcit la partie, ça fait des objectifs à atteindre, en plus de tuer les monstres. Toi, le premier joueur qui possède 10 butins, ou plus en main, gagne cette âme. Donc, si jamais tu as à avoir 10 butins, 10 cartes comme ça dans ta main, hop, tu gagnes cette âme. Donc, c'est déjà une âme sur les 4 que tu dois arriver à avoir. Donc voilà, la mise en place est quasiment faite. Il nous reste du coup à aller chercher, nos personnages. Alors pour la mise en place coop ou solitaire, on va faire une mise en place pour 2 joueurs. Voilà. En mode solitaire, je contrôle 2 personnages en même temps. Par contre, je garde séparément les mains et les dollars de chaque personnage. Et j'ai le fameux déduit qui est ici. Donc je vais mettre le déduit ici, hein, par exemple. Un déduit ici, il est où? Il faut que je commence à 8, voilà. Hop, 8, là. Et en fait, lorsque les 2 personnages ont joué leur tour, j'enlève 1 à la valeur de ce dé. Donc dès que mes deux personnages ont joué, je descends à 7. Si un personnage meurt pendant son tour, important, pendant son tour, un personnage peut mourir pendant le tour d'un autre, mais là c'est pendant son tour, j'enlève également 1. Les 2 personnages gagnent lorsque on arrive à contrôler 4 âmes en même temps, c'est-à-dire que moi, un personnage peut en contrôler 3 et l'autre 1, ça passe, on gagne. Et la partie s'arrête quand le dé arrive à 0. Voilà. Donc si je suis à 1 et que je dois le descendre encore un coup à 0, la partie est perdue. Donc grosso modo, j'ai 8 tours pour essayer de faire le maximum d'âmes. En tout cas, pas le maximum, mais au moins 4 âmes. Excusez-moi, je tousse et je reviens. Ça y est, je récupère ma voix. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc on a les fameuses cartes trésors qui sont ici, donc là ce sont les cartes trésors qui sont là, je les ai un peu parlé, donc on a les effets permanents et les effets qui peuvent s'activer, bien évidemment, on a les fameuses cartes de butin qui sont ici sur les cartes babioles et les cartes de monstres qui sont à côté. On a vu tout à l'heure quand j'ai tiré, il peut y avoir des monstres, des malédictions, des coffres, bref, quand tu tires une carte qui n'est pas un monstre, tu en appliques les effets immédiatement. À la phase de départ, on va faire une action de recharge. On va recharger chaque objet que l'on contrôle. On va déclencher des effets de début de tour. On va piocher une carte de butin. Et puis après, on va pouvoir faire nos actions. Nos actions, on a plusieurs actions possibles. On peut attaquer une fois, on peut acheter une fois, et on peut terminer le tour. Voilà, donc soit je peux acheter une carte qui est ici,
soit je peux attaquer un monstre qui est là, soit je peux mettre fin à mon tour. Durant la phase de fin, après, on applique les effets de fin de tour. Les joueurs et les monstres se soignent jusqu'à leur maximum de points de vie. Le joueur active défausse sa main jusqu'à sa taille de main maximum, c'est-à-dire qu'on peut avoir que 10 cartes en main, donc si jamais j'ai 11 cartes, je vais vraiment défausser pour en avoir que 10. Et le joueur actif passe son tour, et on passe après au suivant. Pour attaquer, c'est simple, on décide d'attaquer un monstre, et puis on résout les dés jusqu'à ce que le joueur ou le monstre ou le personnage ne meure. Pour acheter, on doit dépenser 10, et on peut acheter soit une des deux cartes qui sont ici, soit la carte qui est au sommet de la pioche. À la mort d'un joueur, on verra un petit peu ce qui se passe. On détruit un objet non éternel, on défausse un butin, on perd $1, on désactive le personnage et tous les objets ne peuvent plus du coup jouer pendant le tour des autres. Et après, on a la fameuse notion de priorité. Alors la priorité qui passe, qu'est-ce que c'est ? C'est ni plus ni moins que lorsque tu fais une action, n'importe laquelle, le jeu se met en pause et on fait un tour de table et tous les joueurs peuvent, s'ils le veulent, interagir à cette action. Ils peuvent interagir à cette action avec leur personnage, avec une carte qu'ils ont en main, bref, ils peuvent interagir à l'action et après, hop, ça continue à suivre son tour. Alors, ça peut être un peu pénible au départ, cette notion-là, tu dis putain, le jeu va s'arrêter constamment, mais non, en fait, parce que tu ne peux jouer qu'une carte pendant le tour de quelqu'un d'autre. Donc du coup, forcément, le jeu ne s'arrête pas, n'est pas si haché que ça en termes de rythme de jeu, tout simplement. Il est temps de choisir nos personnages. On va regarder un petit peu les personnages qu'il y a. On a bien Isaac, on a l'oublié, on a Samson, Judas, Caïn, Ève, Lazare, Eden, Lilith et Maddy. Donc, ce que je vais faire, c'est choisir deux personnages complètement au pif. J'aurai celui-là en joueur 1, celui-là en joueur 2. Donc les autres cartes, je les mets de côté, je n'en ai pas besoin. Je commence également avec 3 cartes butin, je crois, et je commence avec combien de dollars, je ne sais plus, et $3 chacun. Donc déjà, je vais mettre $3 pour chaque personnage. Je vais mettre $3 ici, $3 là-bas. Voilà. Dans la zone ici. Chaque joueur va également commencer avec 3 cartes butin. 1, 2, 3. Voilà. Et maintenant, on va retourner les personnages, voir un peu ce qu'il y a. Ici, nous allons jouer avec Maddy. Maddy, elle a 2 points de vie, il peut faire 1 dégât par attaque. Quand on active sa carte, je peux jouer un butin de plus pendant ce tour. Alors ça, c'est important à le comprendre. Par défaut, tu peux jouer une carte butin quand c'est ton tour. Ça, c'est en tant que joueur actif. Mais si tu tapes Maddy, tu peux la mettre comme ça. Tu peux du coup jouer un butin de plus pendant ton tour. C'est que je peux jouer jusqu'à 2 cartes butin. Mais ce qu'il faut quand même voir, c'est que je ne me recharge qu'au début de mon prochain tour. Ça veut dire que si pendant mon tour, je décide d'activer Maddy une seconde fois, comme ça, et de jouer 2 cartes butin, pendant le tour de l'autre joueur, eh bien, je ne pourrai plus intervenir parce que Maddy aura déjà été activé pour me permettre de jouer une carte butin pendant un autre tour, autre que mon tour principal. Pendant le tour d'un joueur, je pourrais toujours jouer une carte avec une flèche comme ça, mais une carte butin, la seule façon de jouer une carte butin pendant le tour de quelqu'un d'autre, c'est de pouvoir activer mon personnage pour lui permettre de jouer une autre carte. Je commence avec l'objet de départ, Joli Cœur. On va chercher Joli Cœur qui est ici. Alors, Joli Cœur. C'est là, Joli Cœur, c'est là. Un objet que je mets à côté de moi, c'est un objet qui est actif, un objet éternel. Lui, ça charge à la fin de mon tour, pas au début. Choisissez un joueur ou un monstre, la prochaine fois qu'il doit subir des dégâts, ce tour-ci, il évite les dégâts. Donc c'est quand même très intéressant, ça va me permettre de faire en sorte de ne pas prendre de dégâts. Alors, le joueur ou le monstre, parce qu'effectivement, quand tu joues en mode compétitif, tu peux dire, ok, toi tu es prêt à tuer ce monstre-là, mais je vais faire en sorte qu'il ne prenne pas les dégâts, et j'active mon Joli Cœur pendant ton tour, parce que j'aurai le droit de le faire, pour faire en sorte qu'il évite les dégâts. Et par contre, ça se recharge à la fin de mon tour, celui-là, pas au début. Les cartes butin de Maddy que j'ai piochées vont être des pièces, une pièce sanglante en tant que babiole, donc une fois joué, ça devient un objet que je contrôle, donc je le mets dans ma liste des objets ici.
Chaque fois qu'un joueur meurt, avant les pénalités, piochez un butin. Donc ça veut dire que dès que quelqu'un meurt, moi ou quelqu'un d'autre, hein, avant que les pénalités soient payées, je peux piocher un butin. Et enfin, j'ai l'impératrice ici. Je choisis un joueur, ça peut être moi, il gagne +1 d'épée et +1 à tous ses lancers d'attaque jusqu'à la fin du tour. Donc ça, c'est quand même vraiment sympathique. Second personnage pour notre aventure, Eden. Eden, qu'est-ce qu'il a? Alors Eden, lui, il n'a pas de carte, de carte signature, de carte spéciale. Il va en avoir une directement. Au début de la partie, je consulte la première carte de la pioche, trésor. J'en choisis une. Elle devient mon objet de départ et devient éternelle. Je remets les autres en dessous. Donc, Eden, grosso modo. Alors, je peux avoir le pot de vin. Le pot de vin, je paye 10. Je vole un objet non éternel contrôlé par un joueur. Alors là, en mode coopératif, ça ne m'intéresse pas des masses. Là, par contre, j'ai plus une touche. Chaque fois que vous infligez des dégâts de combat à un monstre, infligez un dégât à un autre joueur. Alors là, c'est un peu plus embêtant, parce que ça veut dire que dès que je fais des dégâts à un monstre, j'ai un autre joueur qui va prendre un point de dégâts. Donc potentiellement, je peux peut-être tuer Maddy. En mode coopératif, ou justement, dès que je tue quelqu'un, dès que quelqu'un meurt, on perd un dé. C'est peut-être un handicapant, mais on ne perd un de la valeur de dé que lorsqu'un joueur meurt durant son tour. C'est-à-dire que si Eden, il attaque et qu'il finit par tuer Maddy sans le faire exprès, et bien finalement, est-ce que c'est pas si grave? Parce que Maddy meurt certes, mais en tout cas, il a plus une touche. Et Maddy sera mort durant le tour d'Eden. Et donc, je ne diminuerai pas la valeur du dé. Et enfin, j'ai le dîner, qui me donne plus un point de vie. Donc, pour avoir 2 points de vie, j'ai 3 points de vie. En passif. Va savoir un petit peu sur quoi je pars. Est-ce que je pars sur l'attaque ou les points de vie? Je vais prendre les points de vie. Plus un point de vie. Et je mets ça dessous. Comme ça, les combats pourront durer plus longtemps. En fait, les combats se font jusqu'à ce que quelqu'un meure. Mes 3 cartes butin. J'ai la bombe, j'affiche un point de dégâts à un monstre ou un joueur. J'ai de nouveau une bombe qui permet d'afficher un point de dégâts à un monstre ou un joueur. Et j'ai une âme égarée. Quand elle entre en jeu, elle devient une âme. C'est plus c'est une babiole. Ça, c'est très bien parce que directement, on va tout de suite gagner une âme quand je vais la jouer. Donc, la partie plutôt bien engagée, parce qu'en coopération, hein, j'ai déjà une âme, celle-là vaut 2 âmes, donc je serai déjà à 3 sur 4, c'est plutôt intéressant. Et là, je peux infliger des dégâts à un monstre en jouant cette carte-là. Lui, typiquement, il a 2 points de vie. Si je joue mes 2 cartes, je le tue. 1, 2, je le tue. Sans faire d'action de combat. Parce que j'aurais joué des babioles. Le joueur le plus triste, c'est celui qui commence. Comme je suis le plus triste, je commence tout seul. On va commencer par Maddy. On va voir un peu comment est-ce qu'on joue, tout simplement. Donc on va commencer déjà... attendez, quand on arrive, les personnages sont comme ça, désactivés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant le premier tour de Maddy, Eden ne peut pas intervenir. Je ne peux pas jouer de carte, en fait. Je ne peux jouer qu'une carte que si Eden est dans ce sens-là et que je l'utilise, je l'active pour jouer une carte pendant le tour de quelqu'un d'autre. Là, pour l'instant, on est bien. Il y a aussi une notion de pile. Alors, je viendrai à la notion de pile lorsqu'il y aura besoin. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu actives un événement ou une attaque ou un lancer de dés, le jeu se met en pause, la fameuse priorité passe de joueur en joueur, et les cartes ou de lancer de dés que tu vas pouvoir faire s'empilent les uns sur les autres. Et ils vont être résolus dans l'effet inverse, c'est-à-dire qu'ils vont être résolus du plus haut vers le plus bas. C'est-à-dire qu'il y a des cartes qui vont peut-être annuler le lancer de dés qui est en dessous, ou des lancers de dés, ou des cartes qui vont bonifier un lancer de dés qui est fait en dessous. On verra ça si la situation se présente durant la partie. En mode solo, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'interaction à ce niveau-là. Peut-être pour les bonifier des actions. Typiquement, si l'impératrice, tu vois, par exemple, admettons que durant le tour d'Eden, il fasse 1 ce dé-là. Eh bien, moi, en tant que Maddy, la priorité, le jeu se met en pause, la priorité passe de joueur en joueur. Maddy décide de mettre ça par-dessus. Ça veut dire qu'en fait, le 1, c'est plus un 1, c'est un 2. Et en plus, ça fait plus une touche. À condition, bien sûr, que Maddy ait été en condition de pouvoir jouer une carte butin. On verra ça durant la partie. C'est un peu complexe, c'est un peu fouillis les règles. J'ai du mal à rentrer dedans, mais en fait, c'est vraiment simple. Il faut juste dire que dès que quelqu'un fait une action, le jeu se met en pause. Tout le monde, tu fais un tour de table pour savoir si tout le monde passe ou tout le monde fait une action par rapport à ça. Et après, le jeu repart. Et on résout les actions. Tout simplement. Tant qu'il y a des actions dans la pile, on les résout. Et on ne fait pas autre chose tant que la pile n'a pas été résolue.
tout simplement. Allez, Madi va commencer à jouer, Madi va s'activer. Du coup, hop, au début de mon tour, j'active tous mes objets. Et je pioche une carte de butin. Alors, j'ai l'ermite. Je consulte les 5 premières cartes de la pioche. J'en remets un au-dessus, le reste en dessous. La pioche trésor. Bon, est-ce que j'ai envie de faire ça? Pas forcément. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je vois que le Tech X, là, il faut absolument que j'aille le chercher, le Tech X. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer, je pense, une carte pour gagner des pièces d'or, en fait, tout simplement. Et peut-être aller combattre le Vortex. Je vais voir un petit peu comment ça se passe pour vous montrer un petit combat. Ouais, il y a peut-être moyen de faire quelque chose d'intéressant. D'autant plus que, en mode solo, enfin en mode coop, grosso modo, même solo, la coordination et l'entraide est fortement recommandée. Donc, tu peux négocier. Alors, ils disent dans les règles de ne pas négocier il est interdit de marchander des butins et des objets. D'accord? Par contre, je peux payer des dollars contre pratiquement n'importe quelle faveur. Donc j'ai envie de dire, là typiquement je serai en mode coop, je peux dire, moi j'ai envie d'acheter ça, aide-moi à l'acheter, j'ai que 3, vas-y, donne-moi les 3, je te les donne, tout simplement, voilà. C'est du marchandage, t'as rien en retour, mais c'est du marchandage. Ça peut marcher comme ça, c'est pas un souci. C'est recommandé par le jeu. Donc Madi va jouer sa première carte, qui est de jouer ces 2 pièces-là pour gagner 2 pièces d'or. Donc je mets ça dans la défausse des butins là-bas, et je gagne 2 pièces. Ça fait que Madi, il arrive à 5. Pour acheter celle-là le plus tôt possible, il me faut encore 5 pièces d'or. Là, j'en ai 3 avec toi si tu me les donnes, et j'en ai 3 en tuant celui-là. Alors, il faut faire attention parce qu'il dit quoi celui-là? Lorsque ce monstre meurt, le joueur actif doit attaquer à nouveau. C'est-à-dire que le joueur actif sera obligé d'aller attaquer la maman. Et ça m'embête un peu parce que j'ai pas forcément envie d'aller attaquer maman tout de suite. Mais par contre, il me faut du pognon pour ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire ici? Je gagne plus 1 pour tout élancer jusqu'à la fin du tour. Ça peut être pas mal. Je vais peut-être temporiser un petit tour. Parce que je pense que pour tuer maman, il y a peut-être moyen de la tuer assez facilement. En fait. J'ai joué ma carte butin. Je ne peux pas jouer une autre carte butin, à moins d'activer Maggie pour le faire. Est-ce que j'ai envie d'activer ça tout de suite? Non, je vais attendre un petit peu. Je vais attendre un petit peu. Remarque, cela dit, Maggie se réactive. Non. Et oui, je recharge chaque objet qui contrôle. Du coup, je me réactive qu'au début de mon propre tour. Donc, je vais attendre. Je pense que j'ai temporisé un petit tour. Tant pis, je vais perdre rapidement une valeur ici. Mais ce qui m'embête, c'est que si jamais je vais le combattre lui, je vais tuer lui, ça m'embête un peu. Parce que je vais être obligé de combattre elle derrière. Et je ne suis pas prêt à la combattre tout de suite. Je vais attendre de gagner encore peut-être des butins, des trucs comme ça. Allez, du coup, c'est à Eden de jouer. Eden, il est là. Eden, il va tirer une carte butin. Et, j'ai une petite pile qui permet de recharger un objet. Ça, c'est cool. Recharger un objet, c'est quoi? C'est le remettre actif. Par exemple, imaginons que Madi jouait son joli cœur. Eh bien, Eden peut l'aider, en jouant à condition, bien sûr, qu'il puisse jouer ce tour-ci. Mais je peux recharger l'objet joli cœur pour qu'il redevienne actif. Que va faire Eden? Eden, je pense qu'il va tout de suite jouer son âme égarée. Ici, voilà. Ce qui fait qu'on est à déjà une âme sur les 4 nécessaires pour gagner la partie. Fin du tour, les 2 joueurs ont joué, on passe à 7 sur le dé. Faut quand même pas traîner, hein. Madi, elle joue, elle se réactive ses trucs. Donc là, Madi aurait pu jouer pendant le tour d'Eden, mais Eden a décidé de ne pas attaquer. Ce que je vais faire, c'est qu'Eden, je vais du coup piocher une carte avec Madi. Très bien, gagner 4, ça c'est pas mal. Je la joue tout de suite, ça va gagner 4 pièces d'or, donc j'arrive à 9. 1, 2, 9, voilà. Je dis à Eden, prends-toi une pièce d'or. Madi, prends une pièce d'or. Elle tombe à 10, et je vais acheter le Tech X qui est ici. Qu'est-ce qui se passe?
je vais placer un compteur sur cet objet en le tapant. Tac. Alors, bon, j'ai pas de compteur, donc je prends une pièce. Ça, c'est fait. Comme j'ai fait une action, la priorité, du coup, elle passe. Alors, je ne sais pas trop si la priorité passe dans ces cas-là. La priorité. Si, la priorité... oui, c'est ça. Donc là, j'ai fait cette action-là, donc la priorité passe. Et en fait, la priorité, elle ne passe pas. La priorité, elle passe lorsque j'attaque ou lorsque j'achète. Mais en tant que joueur principal, quand j'active un objet, je n'ai pas l'impression que la priorité circule d'un joueur à l'autre. J'ai gagné une utilisation de butin, donc j'ai fait pour gagner les pièces qui sont ici, et gagner le trésor qui est là. La pile, elle n'est pas vide ici, parce que je n'ai pas fait d'action. Moi, j'ai juste tapé cet objet-là, ce qui fait que la priorité n'est pas passée. Donc, ça veut dire que je ne peux pas utiliser la pile avec ça. Par contre, ce que je peux faire, c'est partir au combat. Je pense que je vais aller au combat. Je vais aller au combat parce qu'on n'est pas là pour tricoter. Donc, j'ai initié une action de combat. Contre qui? Est-ce que j'ai envie d'initier une action de combat contre maman? Non, je vais peut-être plutôt attendre que ce soit Eden qui aille, mais peut-être contre le Vortex. Peut-être contre le Vortex. Donc j'initie une action de combat contre le Vortex avec Maddy. Et là, comme j'initie une action de combat, on arrête la priorité, on met le jeu en pause, et la priorité passe. Alors là, j'ai plusieurs possibilités. Soit j'aide directement Maddy avec Eden en jouant une bombe, parce que comme Eden n'est pas tapé, je peux lui faire jouer une carte, soit une bombe, soit ma petite pile. Soit je laisse passer et je laisse combattre. Je pense que Maddy peut s'en sortir sans souci. Donc ce que je vais faire, c'est qu'Eden va jouer. Je vais jouer une carte butin. Je mets ma petite pile. Donc je la mets sur la pile, ici, voilà. La petite sur la pile. Maddy, elle, du coup, ne fait rien. Donc attaquer une fois, est-ce que, du coup, pour attaquer... Ah oui, donc c'est avant de choisir la cible, la priorité passe, d'accord. Donc c'est avant de choisir la cible, la priorité, elle passe. C'est compliqué, cette notion de priorité, c'est vraiment le bazar dans le livre des règles. Du coup, ça fait un jeu un peu fouillis, un peu brouillon. Bref, du coup, ça recharge cet objet-là. Voilà. Donc ça a été joué. J'en profite que la priorité soit passée donc pour déclarer mon combat. Je vais réactiver mon objet ici, qui est réactivable, et je mets un deuxième truc dessus. Voilà. Et maintenant, je dois faire mon combat. Eden ne peut plus intervenir parce qu'il est couché, il ne peut plus intervenir. Donc Maddy va devoir se débrouiller, mais elle a son joli cœur pour éviter les dégâts, et surtout, elle a +1 ici, plus une touche et +1 à tous les lancers jusqu'à la fin du tour. Donc ce que je peux faire, et en plus Maddy n'a joué effectivement, elle a joué sa carte butin, mais elle est encore active, donc elle peut jouer une seconde carte butin. Donc je vais lancer mon dé et voir ce qui se passe. Je fais 5, c'est-à-dire que je fais une blessure au Vortex. Ça, c'est bon. Le combat continue jusqu'à ce que l'un des deux meure. Je fais 6, le Vortex meurt. Pourquoi? Parce que je fais un point de dégâts avec Maddy. En mourant, je gagne 3 pièces d'or. Alors, il y a un truc que je n'ai pas fait, c'est quand j'ai acheté ça... Alors, attendez, le remplissage des marchés, je ne sais plus quand est-ce que je le fais, si je le fais dès maintenant ou pas. Immédiatement. Voilà. Immédiatement, hop, ça fait ça. Et on a un coffre qui apparaît ici. Ce coffre, s'il doit être détruit, il devient une âme à la place. Ça, c'est quand même énorme. Donc, il faut que j'arrive à détruire ce coffre-là, pour une raison ou pour une autre. En détruisant ce coffre-là, il devient une âme. Ça veut dire que j'ai déjà une âme, 2 âmes, et si je suis celle-là, ça fait des âmes en plus. J'ai vaincu le Vortex qui va dans les fausses des monstres, et tout de suite, on met une nouvelle carte ici. Et qu'est-ce qu'on me dit, par contre? On me dit bien que lorsque son monstre meurt, le joueur actif doit attaquer à nouveau. Donc je suis obligé d'aller attaquer à nouveau. Et du coup, je vais attaquer par S. Parce que maman, elle me paraît un peu trop dur à taper avec ses 5 points de vie et ses 2 d'attaque. Je suis obligé d'aller attaquer par S. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai toujours pas joué ça. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avant quand même de faire mon attaque, je vais voir ça.
Je vais lancer mon dé d'attaque et je vais voir. Attendez, hein, on est à 7. Voilà. Et je vais voir un petit peu Paresse ce qui se passe. Paresse, en la tuant, je gagne un point d'âme et un critique. Donc c'est sur du 4+, encore Paresse. Là, je fais 1. Alors là, je fais 1, c'est un peu embêtant. Parce que même si je fais +1, ça suffit pas. Donc je vais peut-être pas m'enquiquiner avec ça. Donc je prends un point de dégâts. Le combat continue. Là, je fais 6. Donc je fais un point de dégâts sur toi. Je fais 4. Encore un point de dégâts sur toi. Je fais 2. Alors là, 2, ben moi, ça me tue si je fais ça. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon joli cœur. Je choisis un objet, un joueur, un monstre. La prochaine fois qu'il doit subir des dégâts pendant ce tour, il évite les dégâts. Donc ça vient là. Et ça me permet d'éviter le dégât qu'il me fait. Et du coup, ben, le combat continue. Je fais 4. Ça suffit à tuer Paresse, qui a 3 points de vie. Paresse meurt. Alors le problème, c'est que lorsque ce joueur meurt, le joueur qui l'a tué défausse toute sa main. Donc je perds toute ma main. Mon ermite, mon impératrice, voilà, je perds tout ça. Bon, tant pis. Mais moi, ça m'a permis de tuer la Paresse. Hop, je me soigne tous mes points de vie. De tuer Paresse et du coup d'avoir 2 âmes. Donc maintenant, on a 2 âmes. Autant dire que la partie va être torchée assez vite, dans le sens où ça va s'activer très vite. Comme Paresse est morte, automatiquement, on va mettre une nouvelle carte ici. Ah là là, on a une malédiction du deuil. Donc c'est une malédiction. Lorsque vous faites en cette carte en jeu, je la donne à un joueur qui la défausse à sa mort. Lorsque vous mourrez, détruisez une âme que vous contrôlez. Donc je vais la donner à Eden, cette carte-là. Pourquoi ? Parce qu'Eden, il a 3 points de vie. Donc il a moins de chances de mourir que Madi. Donc mais attention, ça va faire qu'en sorte que si jamais Eden meurt, je perds une âme, hein, donc je peux perdre cette âme-là. Donc il faut quand même que je fasse très très attention. Et du coup, comme c'était une malédiction, on tire une nouvelle carte. Il faut qu'il y ait un monstre ici. Et on a ici le Trite. Le Trite, du coup, il a un seul point de vie. Sur 5 ou plus, on le touche. Il fait un point de dégâts. Il permet de piocher 2 butins. Voilà. Un monstre assez cool. C'est la fin du tour. Alors, Madi, du coup, je n'ai pas utilisé sa seconde carte butin pendant le tour. Donc, elle est comme ça. Donc, elle pourrait éventuellement intervenir durant le tour d'Eden. Mais simplement, elle n'a plus aucune carte en main. Parce que la Paresse, quand je l'ai tuée, j'ai perdu tous mes monstres. Par contre, j'ai quand même 3 dessous. Pourquoi j'ai 3 dessous ? Oui, j'ai pris mon sou pour ici. C'est bon. Maintenant, c'est à Eden de jouer. Eden se réactive. Eden pioche une carte. Alors, je gagne 3 pièces d'or. Alors, est-ce que j'ai envie de faire ça ? Franchement, j'ai envie de temporiser parce que là, au prochain tour, on gagne en fait. Quoi. Au prochain tour, on gagne. Hein. Je vais juste jouer ça pour gagner 3 pièces. Et c'est tout ce que je vais faire. Je ne vais même pas m'embêter à aller lancer mes bombes sur le Trite parce que ça peut éventuellement me déclencher un événement à la con que je n'ai pas envie. Mes 2 joueurs en jeu, on passe le dé en 6. On arrive au niveau de Madi qui réactive tous ses... Alors, du coup, le joli cœur, j'ai oublié de le faire. Le joli cœur, c'était marqué à la fin de votre tour, rechargez cet objet. Donc, effectivement, à la fin de mon tour, joli cœur aurait pu être réactivé. Et c'est-à-dire que Eden aurait pu partir en combat éventuellement. C'est vrai que j'aurais pu faire un combat contre la maman. Mais je vais la tuer d'une façon différente, vous allez voir, ça va être assez simple. Et j'aurais pu aller au combat avec Eden contre la maman là-bas, avec mes points de vie, mes bombes, ça serait peut-être passé. Mais et puis du coup j'avais ça pour absorber les dégâts. Mais du coup, je n'ai pas envie de le faire parce qu'on voit bien ce qui se passe. Là, donc je suis ici, début du tour de Madi. Hop, on réactive tout ça. Là, on va donc piocher une carte butin. Chaque fois que vous subissez des dégâts, gagnez un crédit. Madi, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va mettre le TX ici. Ça l'active. Bon. Il faut encore un tour pour arriver à gagner la partie, mais là, je pense qu'il n'y a rien qui va nous empêcher de gagner. Je joue ma pièce à valet que je vais mettre ici en active. Donc, dès que je prends des dégâts, je gagne $1. Voilà, tout simplement. Eden joue, Eden va piocher une carte. Butin, je lui fais gagner 3 pièces. Je la joue tout de suite. 1, 2, 3. Alors, comme je joue une carte, cela dit, attention, comme je joue une carte, c'est que je vais un peu vite, mais normalement, le jeu est censé se mettre en pause et la priorité est censée passer. Donc, quand je joue une carte, je pose la carte normalement ici, et puis du coup, la priorité passe de joueur en joueur. Donc, si Madi pouvait intervenir, elle aurait pu empêcher l'action ou gagner des pièces. Elle aurait pu également jouer une carte qui lui fait gagner des pièces à elle aussi, tu vois. Mais là, c'est pas le cas. Et Eden, en fait, il va rien faire. Il va rester comme ça, il va rester en statu quo, et c'est la fin du tour. Ah, attendez.
Oui, c'est la fin du tour, donc hop, on est 5. C'est au tour de Madi. Alors là, on a un fragment D qui permet de relancer un résultat. Voilà, donc ça veut dire que typiquement, en cas de combat, quand tu fais un jet de combat, quand tu fais un jet D, la priorité s'arrête et tu peux dire, ok, ton résultat là, on va pas l'appliquer tout de suite, je mets ça dessus. Et quand la priorité finit de passer, que tout le monde a passé, eh bien, on va activer les événements les uns sous les autres. On va choisir un résultat de D, son contrôleur relance. Donc je choisis ce résultat-là, forcément, et du coup, ça permet de le faire relancer. Donc ça peut être relancer un truc négatif, dans mon cas en coop, comme un truc bénéfique. Voilà, si je vois que c'est un 6 qui est tombé, je peux dire, oh là là, tu fais pas un 6, tu vas me le relancer, peut-être qu'un coup de bol, tu tombes sur un 1. Voilà. Mais là, c'est pas le cas. Et donc, c'est Madi qui joue, elle réactive au début de ce jeu tous ses objets. Et ce qu'elle va faire, on va retirer 3 compteurs. 1, 2, 3. Je peux tuer un joueur à un monstre. Je vais tuer maman, tout de suite. Fin de la partie. 1, 2, 3, 4 âmes. Voilà, on a gagné. On a gagné 4 âmes. Fin de la partie. Allez, on se retrouve en vue de ma tête pour débriefer. À tout de suite. Eh bien, que dire cette partie bah, ça a été assez court parce qu'on a eu beaucoup de chance au niveau du tirage des cartes. On est tombé sur TechX qui me permet de tuer un monstre directement. Et dans les monstres, on avait directement maman qui était là. Maman qui était là, et qui permet de gagner 2 âmes directement. Donc, tu sais que en servant TechX régulièrement, tac, 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 en 3 tours, enfin du coup en 4 tours, parce qu'il te faut au moins 3 tours de jeu pour la charger, plus le 4e pour l'activer, tu gagnes 2 âmes. Donc il fallait juste se concentrer pour obtenir 2 âmes en plus. Ce qui était assez simple, avec Eden qui a réussi à avoir l'âme égarée en tant que babiole, donc tu la joues tout de suite, ça te fait une âme. On a réussi à vaincre Paresse avec Madi, ça s'est bien fait. Au pire, sinon, j'avais ce coffre-là qui m'attendait dans les trésors. Ça me coûtait 10 à l'achat, donc les pièces, tu aurais fini par les avoir. Il aurait juste fallu détruire cette carte-là. Donc la détruire, quand tu meurs, tu détruis une carte, par exemple. Donc de me sacrifier pour détruire une carte et faire en sorte que, du coup... cela devienne une âme. Voilà. Alors, que dire de ce mode solo c'est moyenasse, quoi. Le mode solo, c'est vraiment moyenasse. Ce jeu est un jeu multi, de toute façon. Hein. Ce jeu est un jeu coop. Alors, pas coop de confrontation. C'est semi-coop, quoi. Parce que tu vas aider les autres, mais du coup, tu attends qu'ils t'aident également en contrepartie. Hein. Ok, je vais t'aider à tuer ce monstre-là, parce que j'ai les cartes pour venir t'aider. Mais en contrepartie, je vois que ce monstre-là, il donne une âme et un trésor. Tu me donnes le trésor, quoi. Tu gardes l'âme, parce que je pense que peu de joueurs vont négocier l'âme, mais tu gardes tu me donnes le trésor. S'il veut pas, je viens pas t'aider. Ou alors je te mets des bâtons dans les roues. Au combat, si je vois que tu fais un 6, hop, moi la priorité, le jeu se met en pause, la priorité passe de joueur en joueur. Quand c'est à mon tour de jouer, si je peux le jouer parce que mon joueur n'a pas été utilisé, je peux le faire pour jouer une babiole pendant ton tour, et je te force à relancer ton dé, ce qui peut t'emmerder. Ou je peux te lancer une bombe. Par exemple, ça c'est très très méchant ça, parce que tu t'infliges un dégât un jour à un monstre. Ça veut dire qu'en fait, le monstre, soit tu peux tuer le monstre avec la bombe, soit tu peux carrément tuer un joueur en fait. Si le joueur n'a plus qu'un point de vie et t'as pas envie qu'il obtienne l'âme, et si à ton tour de jeu tu peux jouer ta babiole parce que ton personnage est actif, et hop, tu lui mets une bombe dans la fesse, avant qu'il fasse son jet de dé, par exemple, admettons que j'ai plus qu'un point de vie, je lance le dé et je vois que c'est un 6 qui me permet de vaincre le monstre. Ah, mais moi je suis l'autre joueur, je dis non, j'ai pas envie que tu vainques le monstre, je mets la bombe et je la mets dessus. Et comme la notion de pile intervient, la bombe s'active avant le lancer de dé. C'est-à-dire que tu vas mourir avant que le lancer de dé finalement ne soit effectif. Donc ton CD ne se fait pas, tu meurs et tu ne peux pas tuer le monstre. Voilà. C'est vraiment en multi et confrontation que ce jeu prend tout son sens. En solo, c'est vraiment moyenasse. Moi, j'ai acheté le jeu parce que la boîte m'avait intrigué. Une boîte allongée, comme ça, avec Binding of Isaac. Je connaissais pas le jeu vidéo, encore une fois. Je suis parti dessus. Voilà. J'ai vu qu'il y a un mode solo, je l'ai pris. Je regrette pas mon achat parce que je sais que j'y jouerai. On a déjà fait au moins une partie en multi, ça s'est bien passé. Donc, je pense que je vais garder le jeu. Mais clairement, je ne ferai pas du solo dessus. Voilà, le solo me permet de comprendre un petit peu la règle, cette notion de priorité. Voilà, en fait, c'est dès que tu joues dès que tu fais une action d'achat ou d'attaque, la priorité, elle s'arrête et là, il se passe des trucs. Quand tu actives une carte, par contre, la priorité ne s'arrête pas. Donc bon,
Ça, c'est quand même une petite subtilité à voir, mais les règles sont vraiment très très mal foutues. Je trouve là très très mal foutues. Et donc en multi, j'avais un peu peur de l'effet Munchkin. Je me rappelle des parties de Munchkin que l'on faisait à l'époque avec les copains, des parties de Munchkin compliquées. Parce que en fait, on a très vite arrêté de jouer Munchkin parce que tout le monde mettait sur la gueule à tout le monde et ça créait une sale ambiance. Mais vraiment, quand je dis une sale ambiance, c'est vraiment une très très sale ambiance. Et j'avais un peu peur de ça, mais là, c'est moins bourrin que les Munchkin, en fait, parce que tu as quand même une notion de, faut avoir des âmes, c'est pas aller défoncer les autres pour les défoncer. C'est vraiment toute la différence par rapport à Munchkin, où là, tu vas défoncer les autres pour les défoncer. Là, tu vas défoncer les autres pour avoir des âmes. Donc, du coup, ça passe mieux. En soi, ça passe mieux. Tu vois, là, ok, moi, j'ai besoin de l'âme, ou j'ai besoin que tu n'aies pas cette âme, cette carte là-bas, parce que je sais que ça va t'avantager durant la partie, et pas moi, et je la voudrais. Ou en tout cas, je veux pas que cet avantage, eh bien, je vais te mettre des bâtons dans les roues. Mais ça reste bon enfant. Voilà, en termes d'ambiance, bon, ça crie un peu, ça chahute un peu quand une carte arrive. C'est très sympathique. Donc, c'est un jeu à jouer à plusieurs. Voilà. Mais pas mode coop. Éventuellement, le mode coop, nous faisons ce que j'ai fait, c'est du point qu'un mode coop, hein, avec chacun son personnage pour s'entraider et apprendre le jeu sans trop de difficultés. Parce que vous voyez, là en 3 tours, le jeu était torché. Hein. Je suis arrivé à tour 5, en 3 tours, c'était torché. Hein. Je pense qu'en mode solo, si tu joues bien et que tu as la chance au dé, enfin, si tu as les bonnes cartes, tu peux peut-être même être encore plus rapide que ce que j'ai fait. Je sais pas si c'est possible de speedrunner ce jeu. Il y a tellement de cartes, c'est un peu compliqué, mais... donc c'est un jeu clairement multi. Après, ce qui est bien, c'est qu'au niveau des cartes, on n'a pas une pareille, c'est au niveau des trésors, au niveau des babioles. Alors les babioles, si, parce que t'as les bombes, t'as les pièces d'or, mais t'as pas une carte pareille, ce qui fait que chaque partie ne va pas ressembler. Si jamais je refais une partie maintenant, là, ce que je n'ai pas envie de faire, si jamais je refais une partie maintenant, eh bien le résultat sera complètement différent, même la durée de partie sera vraiment différente. Là, vous voyez, en une demi-heure, la partie était torchée. C'est ce qu'ils annoncent hein, sur le paquet de la boîte, entre une demi-heure et 1 heure. Sachant que clairement j'ai mis une demi-heure parce que je parlais, je pense que j'aurais mis un quart d'heure là pour faire la partie sans parler. Mais parce que les as étaient alignés, parce que j'ai déjà eu 2 objets, enfin un objet qui donnait une âme, j'ai déjà eu un monstre qui donnait 2 âmes, et un objet qui va tuer un monstre dès qu'il est chargé. Donc là, bam bam bam, quoi, là t'envoies du pâté et ça roule quoi. Bon bref, donc ce jeu-là, après si vous êtes fan de la licence, allez-y, hein, pourquoi pas, ça reste quand même un jeu multi sympathique. Pour du solo, c'est non, n'y allez pas. Au moins d'être vraiment à fond dans la licence, et pour l'objet de collection, éventuellement pour la boîte allongée avec Binding of Isaac dessus, voilà. Mais si c'est pour jouer uniquement en solo, n'allez pas sur ce jeu-là, c'est moyenasse, quoi. Voilà. Allez, moi je vous fais des bisous, j'espère que ça vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, mettez des petits pouces, des super merci, des sous pour la paroisse, bref, je compte sur vous. J'ai envie d'aller à la Courchevel durant les vacances de février pour aller skier, donc j'ai besoin de pognon. Voilà le peu dû, je sais pas trop où j'irai, mais ça va dépendre des sommes que vous allez m'envoyer tout simplement. Je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, salut, bye bye.